vous inviter dans quelques instants à assister à une présentation assez extraordinaire. C'est la société AFNOR qui se présente ici avec Gilles Barré et Laurent Tonnelier. Et ils vont vous présenter les normes CEV, histoire d'une reconnaissance internationale. CEV voulant dire cachet électronique visible. Tendez bien l'oreille, ça vous concerne tous, ça touche vos cartes d'identité. Oui, bonjour. Donc, juste une petite précision, l'AFNOR, ce n'est pas une société en tant que telle, hein, vous savez, c'est l'Agence française de normalisation. Hein. Donc, c'est là où on fait les parcours quand on veut normaliser en normes françaises avant d'aller normaliser en normes internationales. Et donc, notre ami Laurent Tonnelier connaît bien, puisqu'en fait, il a fait un paquet de travaux avec l'AFNOR. Et moi, j'ai eu l'occasion de conduire le groupe d'experts qui a permis de normaliser ce cachet électronique visible. Voilà pour l'introduction. Sans ça, moi-même, je suis président de l'Association internationale de gouvernance du cachet électronique visible, comme vous avez pu le voir sur ma carte d'identité, qui rassemble des gens pas très importants. On a le ministère de l'Intérieur, l'Agence nationale des sécurisés, la Poste et les experts comptables et la Caisse des dépôts et consignations. Enfin, on n'a que des petits sur lesquels on s'appuie, mais on a quand même réussi à percer. Et donc, notre job, ça a été justement de normaliser et de faire évoluer ce qu'on appelle le cachet électronique visible. Alors, on nous a demandé d'en faire l'histoire. Parce que, bien que ce soit une technologie jeune, elle a déjà une histoire. Parce qu'en fait, ça fait guère que 11 ans que j'ai commencé mon chemin. Certains disent chemin de Damas, mais il faudrait que j'aille voir ce que ça veut dire, au lieu de répéter des bêtises peut-être. Et ça a été assez long, mais maintenant on aboutit. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un objet et un système, un environnement de confiance qui permet de lutter contre la fraude documentaire et la contrefaçon des objets. Et on pourrait simplement s'arrêter sur le fait que, ah, c'est quoi le machin? Ah bah ouais, c'est un QR code. Ah, on l'a déjà vu, on connaît. Non, le QR code, c'est une partie d'un ensemble systémique. Hein, et donc, en fait, on a besoin d'avoir des normes techniques et un réseau de confiance. Et on va vous expliquer ça. Alors, on est là pour discuter de l'évolution des normes. En fait, initialement, en France, ceux qui ont créé ce que nous avons appelé cachet électronique visible, Visible Digital Seal en anglais, eh bien, c'est l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, qui est une agence du ministère de l'Intérieur, qui a créé les premières spécifications de ce qu'ils appelaient à l'époque, ce qui est une marque, hein, mais qui ne définit pas un objet, le 2D Doc. Alors pourquoi c'est au ministère de l'Intérieur qu'ils ont ressenti le besoin de créer ce 2D Doc cachet électronique visible? Parce qu'en fait, vous savez que l'ANTS, c'est l'Agence nationale des titres sécurisés, c'est eux qui sont là pour veiller à la bonne émission, la création des cartes nationales d'identité. Et en fait, historiquement, quand vous allez demander une carte d'identité à l'administration, on vous demande toujours de fournir un justificatif de domicile. Historiquement, avant qu'il y ait la dématérialisation, on produisait une facture EDF et ainsi de suite. Et quand il y avait des margoulins qui essayaient de faire une fausse facture, ils étaient pas forcément. Les fonctionnaires avaient l'habitude de voir, tiens, le fond est pas bon, là le cadre il est mal imprimé, là ceci, cela, c'est pas une vraie facture. Mais quand vous avez un justificatif de domicile, une facture EDF ou d'autres fournisseurs d'eau, gaz et électricité, que c'est en PDF, vous êtes très fort si vous savez si c'est un vrai ou c'est un faux. Donc, comme vous le savez, puisque vous êtes des étudiants dans le domaine, rien de plus facile que de tripatouiller un PDF, n'est-ce pas? Donc, vous vouliez changer une lettre, le numéro de l'adresse, ceci, cela, aucun problème. Et vous êtes le fonctionnaire qui est là-bas contrôlé. Vous n'avez aucun élément objectif pour dire c'est un vrai, c'est un faux. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont dit, ah, il faudrait qu'on puisse mettre quelque chose sur le document qui permette de sécuriser les données clés du document.
Contrairement à la signature électronique, dont on va reparler, le cachet électronique visible ne sécurise pas l'ensemble du document. Une signature électronique, ça sécurise l'ensemble d'un document électronique, alors qu'un cachet électronique visible, compte tenu que ça a forcément une taille limitée, ne sécurise que les éléments clés du document que vous avez entre les mains. Donc, s'il s'agit de votre facture d'eau, gaz, électricité, ben c'est votre nom, prénom, l'adresse, machin. Il n'y a pas 36 000 données. Mais c'est celles qui sont importantes. C'est celles qui sont signées électroniquement. Et l'avantage du cachet électronique visible, on le dit visible, mais ce n'est pas forcément sur papier. Il peut être sur l'écran ou uniquement en NFC. Ce qui est important, c'est que ça fait le lien entre l'état électronique et l'état papier d'un document. Donc vous ne savez jamais, on dit toujours, il n'y a plus de papier, il n'y a plus de papier. Moi, quand j'étais à votre place, il y a déjà au moins 40 ans, tous les grands patrons ils disaient, plus de papier, plus de papier. On entend tout ça depuis 40 ans, plus de papier, plus de papier. Il y a juste les usages qui ont évolué, mais on a toujours des moments où on a besoin soit d'avoir un document papier, soit d'avoir un document électronique. Eh bien, le seul élément qui permet de conserver une signature électronique, c'est le cachet électronique visible. Si moi, je vous transmets un document électronique signé électroniquement, que vous l'imprimez, que vous le donnez à votre copain ou à votre secrétaire, ils ne pourront plus vérifier quoi que ce soit. Si dans le document lui-même, il y a un cachet électronique visible, celui qui va l'avoir sous forme imprimée pourra vérifier les données clés du document. Vérifier l'émetteur et les données. Donc voilà ce que c'est à la base l'élément. Donc ça a commencé, l'aventure a commencé à la NTS. Et donc nous, on a travaillé avec eux. À l'époque, j'étais à la Fédération des tiers de confiance du numérique. Et donc en fait, on a normalisé les spécifications qui avaient été faites par l'ANTS. Et puis, on a vu les limites de ce qui avait été fait, qui était une optique plutôt réduite, puisqu'il s'agissait à l'époque de sécuriser un document bien précis. Et bon, on avait commencé à l'utiliser sur d'autres documents, mais on en voyait les limites. Et c'est comme ça qu'au sein de l'association que nous avons créée en 2016, eh bien, nous avons révolutionné le cachet électronique visible. Quand on était dans la version historique, eh bien, c'était très franco-français et très administratif. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait avoir un dictionnaire de données qui définissait les données, c'est comme ça. Enfin, c'était. Et puis, alors, le problème, c'est que quand vous êtes à l'international, vous n'avez pas échappé quand on fait partie de l'Europe, c'est un problème. Hein. Et donc, on peut pas le faire. Donc, on a mis au point une technologie qui fait qu'en fait, on a créé un lecteur universel unique. C'est celui que vous pouvez télécharger. Et qui fait que tous les cachets électroniques visibles qui sont émis selon la norme internationale ISO que vous allez voir derrière, pourront être lus par toutes les madames et messieurs Michu du monde, où qu'ils soient, sans avoir à mettre à jour, d'une quelconque manière, le lecteur. On reviendra dessus un peu plus tard. Donc, on a fait la normalisation française, donc à l'AFNOR. On a été publié en 2020. Et donc, notre association, donc IGCV Authentique, on était opérationnel en 2021. Et puis, on a vu apparaître le cachet électronique visible sur la carte nationale d'identité électronique, celle que certains ont peut-être, pour la première fois donc le 2 août 2021. Et donc, il y a une première version du cachet électronique visible. Nous avons fait évoluer donc la technologie. Maintenant, nous avons deux normes ISO. La première est sortie en février de cette année, qui touche à la gouvernance du système. Et la deuxième va sortir là incessamment sous peu, puisque c'est juste la publication qui est en train de se faire à l'ISO. Et donc, en toute logique, dans une prochaine version de la carte nationale d'identité électronique, vous aurez l'utilisation de ce cachet électronique visible, nouvelle norme. Voilà. Bon, je passe sur la dernière colonne parce que c'est tous les domaines dans lesquels ça peut être utilisé. Donc, voilà pour l'histoire elle-même de la normalisation de notre cachet. Oui. Oui, si je peux rajouter quelque chose, on est membre de l'AFNOR, je dirige depuis 2008 une entreprise et toute entreprise, quelle que soit sa taille, peut participer aux travaux de normalisation. L'intérêt de la normalisation, on pourrait très bien dire, on aurait pu
créer ensemble une structure, une start-up, une .com, la transformer en ETI à l'international. C'est une chose, mais ça demande énormément d'efforts. Par contre, quand des sociétés complémentaires travaillent ensemble sur un langage commun, on peut soumettre tout d'abord à la France, à l'AFNOR, au bureau de l'ISO, puis à l'Europe, à l'international, faire des propositions de standards qui sont votées par différentes entreprises, puis après par les pays, l'AFNOR, le DIN, l'ANSSI, qui vont déterminer s'il y a du sens à avoir ce langage partagé. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, vous passez d'un ayant droit, d'un inventeur, à une société qui met en œuvre les standards mondiaux. Et ce n'est pas anodin. Pourquoi ? Parce qu'on parle souvent du régulateur de trop de normes parfois. Non, non, c'est simplement que le régulateur, le législateur européen par exemple, se base sur ce qui existe, ce qui est un langage partagé, les normes. Ce qui fait que quand vous avez la chance de comprendre une norme, de savoir comment elle fonctionne, comment elle est mise en œuvre, très souvent, lorsque le législateur vient à expliquer qu'il est fondamental que les pièces d'identité, qu'il est fondamental que la protection des produits, la protection de différents éléments se fasse, eh bien elle le fait en nommant, en citant les normes. Et cette norme-là, l'ambition, c'est qu'elle soit effectivement sélectionnée ensuite dans des grands programmes européens dans lesquels eh bien, le choix de l'Europe est simple, le choix de l'international est simple, c'est tout d'abord, avant de chercher quoi que ce soit, de se baser sur les normes ISO d'abord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, il faut bien distinguer normes et brevets. Nous-mêmes, compte tenu de ce que nous avons inventé, si nous avions voulu en tirer un intérêt financier et personnel, on serait passé par les normes, on aurait déposé un brevet d'abord. Donc, mais moi, en tant que président fondateur, je voulais qu'on ait quelque chose qui puisse être diffusé internationalement pour que on puisse lutter contre la fraude documentaire. Parce que tout le monde se plaint de la fraude, mais personne ne fait quelque chose véritablement dans ce sens. Et moi, ce que j'avais pu constater depuis quelques années, c'est qu'en fait, dans le domaine de la fraude, qu'elle soit documentaire ou sur la contrefaçon des produits, tout le monde a de bonnes idées, crée des sociétés avec un nouveau système, ainsi de suite, sauf que c'est pas interopérable. Donc, toutes ces sociétés éclatent les unes après les autres. Donc, l'objectif, c'était d'avoir quelque chose d'interopérable. Donc là-dessus, les normes, il y a celles qui sont dites sur le format de données, donc qui fait qu'en fait, on peut s'échanger très facilement. Et puis il y a celles qui sont liées à la gouvernance. Je m'attarderai plus sur la gouvernance après, et vous comprendrez pourquoi. Parce qu'en fin de compte, ce système, c'est pas simplement un code 2D ou un QR code. Ah j'ai déjà vu, oui, c'est pas nouveau. Hein. Si, parce que ça s'appuie sur un environnement de confiance. N'importe qui ne peut pas signer un cachet électronique visible. Aujourd'hui, vous voulez vous-même signer des PDF ou what else. En fait, vous allez chercher un certificat de signature et puis vous signez ce que vous voulez, des vrais, des faux. Alors que là, si vous voulez vous-même pouvoir être émetteur d'un cachet électronique visible qui va sécuriser un des documents sortis par votre entreprise ou pour votre administration, il faut venir montrer patte blanche. Si par exemple, vous êtes notaire et vous dites « Ah, je veux un certificat de signature pour pouvoir signer des attestations notariées », on ne va pas vous donner le certificat de signature sans un minimum de contrôle. Donc tous ceux qui sont membres de notre environnement de confiance sont agréés par notre association. Donc les autorités de certification qui doivent faire des contrôles bien précis. Donc si je veux avoir un certificat correspondant à un notaire qui veut signer les cas d'usage cachet électronique visible des notaires, vous vous présentez physiquement et on contrôle que vous êtes notaire avant de vous donner. Et le fait que vous ayez ce certificat vous permettra de signer des documents notariés, mais certainement pas des documents bancaires, des documents, je ne sais pas, moi, d'eau, gaz, électricité. C'est vraiment très ciblé. Donc, l'environnement de confiance est très important. Alors ici, on met l'accent sur l'interopérabilité, qu'elle soit en fin de compte multisectorielle ou qu'elle soit du secteur privé, secteur public. Il n'y a pas de différence, c'est le même outil. Et donc avec un seul et même outil, vous allez pouvoir contrôler tous les cachets électroniques visibles qui sont faits à la norme 105. Le lecteur, quand il voit un QR code, il va le lire. Ah, il voit c'est la structure d'un cachet électronique visible 105, ça y est, il peut le vérifier.
Et donc là, vous voyez, carte nationale d'identité électronique. Là, vous voyez France Cybersécurité. Je vous donne le détail un peu plus tard. Et puis là, vous voyez sur des étiquettes de timbre taxe qu'on connaît pas nous en France, mais qu'on a un peu partout à l'étranger. Eh bien, si tu laisses l'écran. Oui, alors, quand on revient sur la pièce d'identité, juste au début, si, c'était bien. Non, l'intérêt de cette approche, c'est que sur les cartes nouvelle génération que vous avez, il y a effectivement un code data matrix ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que il peut être lu par un lecteur universel et il y a un mode de fonctionnement qui est rare par rapport à plein de dispositifs aujourd'hui, c'est que ce mode est déconnecté. C'est-à-dire qu'une fois que le lecteur sait ce que c'est qu'une carte d'identité, vous pouvez le faire vous avec le lecteur authentique, scanner le code et avoir une information pour dire deux choses. Quelles sont les informations qui sont codées dans le code et qui sont imprimées, donc vous pouvez comparer visuellement que les deux sont conformes, mais tout en bas, vous avez l'application vous indique qui l'a signé et si la signature est valide, s'il y a eu la moindre corruption. Mais ce qui est assez troublant par rapport à plein de dispositifs de sécurité, c'est que ce dispositif peut être contrôlé hors réseau par différentes applications qui partagent un langage commun. Et c'est là la vraie différence. Le offline et le langage commun, l'interopérabilité dans les systèmes. Et ça, c'est rendu possible grâce aux normes. Donc là, exemple de documents qui sont déjà sécurisés par des cachets électroniques visibles, anciennes normes et nouvelles normes. Et donc là, ce qu'on vient de faire, c'est que, et c'est un rapport donc avec la cybersécurité, France Cybersécurité tous les ans donne des diplômes et des labels. Et donc cette année, tous ceux qui ont eu ce label ont un diplôme. Et vous voyez que ce diplôme, dans la vignette France Cybersécurité, il y a un QR code et donc on peut vérifier si ce diplôme est un vrai diplôme ou un faux diplôme. Ce qui est intéressant, c'est que au lieu qu'on ait que des chiffres à décoder ou ainsi de suite, ou des lettres, en fait, avec l'application authentique, quand vous flashez sur le code, eh bien, vous voyez ce qui apparaît sur l'écran. Et ce qui apparaît sur l'écran, c'est le document lui-même. Donc déjà, ça vous donne une bonne idée. Mais surtout, avant de vérifier le document, ce que vous voyez là, ce qui est important, c'est que comme les données qui sont à l'intérieur du cachet électronique visible sont des données signées, on va vérifier si la signature électronique est correcte, valide ou pas. Et là, vous voyez, si vous avez un bandeau vert qui s'affiche, ça veut dire que le contrôle a été fait, que le cachet électronique visible qui est sur ce document est un vrai qui a été émis par des personnes autorisées selon les règles qui sont les nôtres. D'accord? Et donc là, on sait qui est l'autorité de certification qui a décerné le certificat. Et ici, on sait celui qui a reçu le certificat, et donc qui a signé ce document. Donc ça vous donne pas mal d'informations, que vous soyez en ligne ou pas. Donc ça, c'était, on continue. Excusez-moi. Alors notre association, elle a un nom un peu compliqué, AIGCEV. On peut dire EGSEV, en anglais c'est un rapport avec les œufs, mais ça n'a aucun rapport là, on est d'accord? Et donc là, on vous résume les éléments clés. En fait, donc, réseau international de confiance qui relie les utilisateurs à ceux qui les certifient. Et en fait, ça repose sur 3 piliers. Donc, un cachet électronique visible normalisé. J'ai marqué disruptif parce que il est vraiment disruptif. Un environnement de confiance qu'on a appelé le réseau authentique, où tous les acteurs doivent être agréés. Et puis, le truc qui est vachement important, c'est une application, le lecteur universel, unique, que tout le monde peut télécharger pour vérifier tous les documents qui sont émis en 105. Aujourd'hui, dans notre réseau, nous avons notamment l'Agence nationale de certification électronique tunisienne. Donc, ils sont déjà sur l'ancienne version, ils sont en train de basculer sur la nouvelle version. C'est-à-dire qu'en fin de compte, une Madame Michu de Tunis qui vient en France et qui veut contrôler un document qu'on lui a remis avec un CEV, elle va pouvoir, sans aucun problème. Bientôt, elle le fera aussi avec les CEV qui sont émis en Tunisie. Et en fait, c'est en train de se propager. Voilà. Donc, en fait, ce qui est important, ça repose sur des normes internationales. On les a marquées là. Ça respecte le RGPD. Il y a la clinique à côté. Parce que là, aucune base de données. Toutes les données sont auto-portées. D'accord? Donc, il est multilingue. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on peut supporter 40 langues. Si vous êtes estonien, vous avez un cas d'usage estonien,
Donc vous allez mettre l'estonien, je ne connais pas, hein, mais vous pouvez mettre aussi le lituanien et puis l'anglais. Quand vous allez créer votre cachet électronique visible, et ben ça vous sera restitué dans les 3 langues. J'en profite pour dire qu'en fait, il y a une opportunité qui a été ratée, c'est celle relative au pass sanitaire européen. En fait, ils ont eu un problème dingue parce que chaque pays avait fait sa propre application avec son propre cachet électronique visible non interopérable. Ben là, ils étaient bien embêtés quand il a fallu passer au niveau européen. Voilà comment faire. Et là, ils ont fait une usine à gaz pour faire des passerelles entre tous les systèmes pour qu'on puisse se lire. Je ne sais pas encore combien de dizaines de millions d'euros ça a coûté, mais il suffisait tout simplement de dire « Oh, au lieu de mettre mon cachet électronique visible de mon petit pays ou de mon grand pays, hop, j'enlève de l'application ce cachet et je mets l'interopérable. Et il est multilingue et ipso facto, j'ai pas besoin de mettre à la poubelle tout ce que j'ai fait, de faire une usine à gaz, mais c'était trop simple. Mais maintenant, ils ont compris. Mais c'est bien. Donc c'est le cas typique. Donc vous auriez, vous, eu à contrôler un cachet électronique visible d'un pass sanitaire estonien, il l'aurait mis au minimum en anglais, vous lisiez, vous voyez que c'était bon. Voilà. Donc ça c'est bien. Donc il faut que si vous dites que vous êtes notaire, ben, il faut que vous le prouviez. Hein, donc il n'y a que ceux qui sont légitimes à émettre des documents notariés qui le font. Bon, ça vérifie, comme sur la signature électronique, l'intégrité des données. Et ceci en totale interopérabilité. Donc voilà les points clés du système. Pardon. Alors pour finir, on voit que le cachet électronique visible s'applique aussi bien à la sécurité documentaire que la sécurisation des produits. Donc pour les documents, ça peut être tout document numérique ou papier, ça peut être des documents officiels ou pas. Hein, on a parlé de carte d'identité, les passeports, les permis de conduire, et même de l'ICAO. Donc l'ICAO, vous savez, c'est ceux qui s'occupent de tous les documents de voyage quand vous voyagez dans le monde. Ils ont un truc assez compliqué. On aimerait bien, on fait tout ce qu'il faut, on pousse là pour qu'ils adoptent notre système. Ça sera beaucoup plus compliqué, beaucoup moins cher. Et ça sera dans un système qui fait que Madame Michu, elle aura toujours qu'une seule application pour tous ces multiples cas d'usage internationaux. Mais bon, c'est un peu trop simple. Donc, alors, sur la sécurisation des produits, la lutte contre les contrefaçons, les marques. Alors, un point important, c'est la sécurisation des liens web. Aujourd'hui, quand on parle de QR code, pour tout un chacun, le QR code, c'est celui qui permet, sans avoir à taper un lien Internet pour aller sur une page, de capturer le lien Internet. Sauf qu'il y a des petits malins qui maintenant font ce qu'on appelle du woofing. Au lieu de mettre la vraie adresse, ils en mettent une autre et vous vous retrouvez ailleurs, et puis vous rentrez vos données personnelles et ceci, cela. On n'en parle pas trop parce que c'est pas encore développé, mais ça va se développer si on y prend garde. Je termine. En fait, vous achetez tous des choses en supermarché, il y a un code barre. Ce code barre, il va bientôt basculer dans un QR code pour offrir des fonctionnalités supplémentaires, dont un lien Internet permettant d'aller sur le site du producteur du produit que vous venez d'acheter. Il n'est pas prévu d'avoir une sécurisation au niveau voulu dans ce QR code. Nous allons faire en sorte que ce soit prévu. Parce que aujourd'hui, comme pas beaucoup de monde connaît le risque qu'il peut y avoir à flasher un QR code non sécurisé, eh bien, il y a beaucoup de gens qui n'y prêtent pas attention. Mais demain, tous les produits du monde ayant un QR code avec un lien qui vous envoie quelque part, vous voyez bien que les truands vont se jeter sur cette possibilité parce que c'est pas sécurisé. Donc, on s'est donné pour mission de faire en sorte que ce QR code qui sera sur tous les produits du monde soit sécurisé selon cette norme et que toutes les Madame Michu du monde puissent vérifier, puissent accéder au site de la marque sans courir le risque du spoofing et d'avoir à donner des éléments qu'elle ne voudrait pas donner. Juste un mot par rapport au potentiel et justement à la grandeur de cette mise en œuvre. C'est que ici vous avez quelque chose que n'a pas souligné notre ami, c'est que vous avez deux concurrents, deux sociétés dans la lutte anti-contrefaçon qui sont concurrentes. Et pour autant, elles se sont mis d'accord sur une norme qui permet effectivement d'avoir cette interopérabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous offrez, en adoptant cette norme, la possibilité en tant que marque de choisir un ou autre fournisseur de services qui, jusqu'à présent, dans la lutte anti-contrefaçon, dans le marquage des produits, obligeait quelque part d'adopter une et une seule solution
une seule technologie et de ne jamais pouvoir changer d'un fournisseur à un autre. Là, il y a l'intelligence de deux sociétés concurrentes dans la lutte anti-contrefaçon qui, dans ce contexte-là, sur le timbre-taxe, ont choisi d'adopter le même standard. Tous les deux ont du business parce que tous les deux mettent en œuvre ce standard. Pour autant, ils n'ont pas de solution propriétaire et ont travaillé tous les deux à contribuer à cette norme. C'est là la puissance, c'est-à-dire qu'à partir de différentes sociétés qui se mettent d'accord pour définir des standards, à partir de cette publication et de ce partage, eh bien, ces sociétés ont abandonné une partie de leurs droits, dont acte. Pour autant, elles sont des acteurs majeurs dans la mise en œuvre des normes et des standards. Et c'est ce qui contribuera, comme l'évoquait Gilles, sur le marquage des produits à l'adoption généralisée, et on le souhaite, du CEV. C'est super, merci beaucoup. Donc là, vous avez terminé votre présentation pour le faire, c'est parfait. Nous allons pouvoir passer aux questions-réponses. Mesdames, Messieurs, avez-vous des questions? Ah, on a une question. Merci. Donc j'ai une question, c'est sur la normalisation du coup. Est-ce que vous allez utiliser la blockchain du coup pour faire une utilisation au niveau de l'identité? Et sinon, pourquoi ne pas l'utiliser? Est-ce que c'est un manque encore de la connaissance, une connaissance un peu trop futuriste de cette utilisation ou pas? Vous savez, il y a un biais intellectuel qui consiste aujourd'hui à considérer que la blockchain, ça fait tout et n'importe quoi. Vous n'allez pas prendre un marteau pilon, là où vous avez simplement besoin d'un petit marteau. D'accord? Et donc, en fait, il faut toujours regarder les cas d'usage dans lesquels on se situe. Donc, en fait, pas besoin d'avoir recours à la blockchain avec tous les avantages, mais aussi les inconvénients que ça peut avoir. Hein. Et en fait, nos technologies ne seront pas exclusives l'une de l'autre. En fait, rien n'empêche d'avoir des cas d'usage où on va utiliser à la fois le cachet électronique visible et la blockchain. Mais là, il ne vous aura pas échappé que si vous êtes hors réseau, vous aurez un problème avec la blockchain. Donc la force de ce système, c'est que qu'on soit en ligne ou pas, qu'on soit au milieu de la forêt vierge ou en plein milieu de Manhattan, ça marche. Donc c'est un moyen facile à mettre en œuvre, pas cher, et qu'on peut partager gratuitement avec tous ceux qui veulent contrôler. Je ne sais pas pourquoi je vais faire un investissement sur la blockchain. Voilà. Autre question? Non, tout va bien. Nickel. Vous avez tout compris? Apparemment, vous avez été très clair. Attention, hein, je vais en interroger un. S'il n'a pas compris et qu'il m'a dit qu'il a compris, il y a un problème. Hein. Non, sur la blockchain, la complémentarité est présente. Le problème aujourd'hui, c'est que aux besoins de sécurité, on a souvent répondu techniquement blockchain. Et des gens se posent de plus en plus de questions maintenant. La vraie question légitime, c'est la source de la donnée, la qualité de la donnée. Parce que la blockchain apporte quelque chose sur la non-corruption de la donnée. Mais si à la base, la donnée n'est pas juste, on ne fait que simplement inscrire dans le marbre quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Voilà. Par contre, ce qu'a dit Gilles est fondamental, c'est que ces technologies sont interopérables parce qu'aujourd'hui, quand depuis, par exemple, un produit, vous voulez avoir des éléments de traçabilité, vous créez un lien, si la blockchain est sécurisée, et elle l'est, regardez bien, le lien ne l'est jamais. Alors, juste une dernière fonction qui est intéressante. Quand vous avez deux systèmes informatiques qui ne se parlent pas, ou deux applications qui ne se parlent pas, vous pouvez utiliser, pour nourrir une application ou l'autre, le cachet électronique visible. Je m'explique. Vous avez, par exemple, en France, différentes organisations sociales qui s'occupent soit de ceci, soit de cela, mais qui ne se causent pas vraiment. Et donc, on peut imaginer, on va faire une super base de données, et ceci et cela. Alors que c'est très simple. Quand vous émettez des documents importants dont vous savez qu'ils vont être utilisés par une autre administration, eh bien, vous sécurisez avec un cachet électronique visible les données clés, celles qui sont importantes. Eh bien, celui qui va le recevoir, l'administration qui reçoit, va pouvoir, en scannant le code, charger les données dont elles sont sans aucune erreur. Elles savent ces données d'où elles viennent, hein, et qu'elles sont sécurisées puisque signées électroniquement et elles-mêmes constituent un fichier et une base de données, sans avoir à mettre un gros système qui fasse que tous les systèmes se parlent. Donc, juste pour conclure, on parle très très souvent maintenant de toutes les technologies avancées pour pouvoir lutter contre la fraude. Nous, on est bien plus fort et bien moins cher parce que lutter contre la fraude une fois qu'elle est obtenue ou l'identifier par l'intelligence artificielle, c'est très bien. Mais si vous pouvez éviter que la fraude se produise parce que vous avez mis en place un système qui fait qu'en fait,
les gens vont pas se faire avoir, les administrations vont pas se faire avoir, c'est quand même vachement plus rentable. Hein. Donc, il faut toujours se penser la préservation d'abord. Eh bien, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous avions donc eu l'occasion d'écouter Gilles Barré et Laurent Tonnelier, que l'on remercie très fort pour cette présentation sur ce fameux cachet électronique visible. Merci beaucoup.